Congo la Bisso, le parti pour un Congo meilleur. Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, en ce début de mois de mars, mois dédié à la femme. Et je reçois un homme qui, j'espère, défend les droits de la femme. Je reçois une intelligence de mon pays, Freddy Matungulu. Avec lui, nous allons débattre des temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Matungulu. Bonjour, madame. Très heureuse. J'ai posté sur le net que je recevais Freddy Matungulu. Et bien, beaucoup de réactions ont fusé. D'ailleurs, une des premières qui ont fusé, on nous dit que vous êtes un économiste de formation, fonctionnaire à la Banque mondiale, si je me trompe. Alors, pourquoi Freddy Matungulu s'élance en politique? Est-ce que pour réussir dans la vie, Freddy Matungulu, il faut faire la politique en République démocratique du Congo? C'est l'image que vous renvoyez aujourd'hui. Ah oui, bonjour. D'abord, pour commencer, je souhaitais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de me retrouver devant vous. C'est depuis très longtemps que je vous suis, Freddy Matungulu. J'ai été ici avant de devenir fonctionnaire international. J'ai d'abord été professeur à l'université de Kinshasa, fonctionnaire international ensuite et ministre des Finances. Je suis arrivé au terme de ma carrière internationale, au Fonds monétaire international, par la Banque mondiale. J'ai pris une retraite anticipée depuis un peu plus d'une année maintenant. Et je me sens encore des forces et suffisamment de disponibilité pour me mettre à la disposition de mon pays. Vous avez créé votre propre parti, Congo na Bisso. Tout à fait. Voilà, quel est comment je peux dire, comment on appelle ça, le projet de société de votre parti? Quelle est la différence entre Congo na Bisso et d'autres partis aujourd'hui? Parce qu'on en a tellement des partis politiques en République démocratique du Congo et les Congolais s'y perdent un peu. Oui, si vous demandez aux Congolais d'adhérer à votre parti, comment les attirerez-vous pour venir à Congo na Bisso? C'est ce que je fais depuis que je suis arrivé. Et d'abord, peut-être il faut dire que le parti a été lancé au milieu de l'année passée, 2015 officiellement. Et là, bientôt, on aura une année d'existence en tant que parti politique. En termes de projet de société, je crois que le grand constat que j'ai fait et qui m'a amené finalement à revendiquer et à avoir cette place que j'ai désormais sur la scène politique nationale, c'est le fait que la plupart des partis que nous connaissons dans notre pays, et je crois que je peux le dire, en particulier le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, ont toujours tendance à marginaliser la population. Alors qu'il n'y a pas de projet économique, il n'y a pas de projet de société dans quelque pays que ce soit qui puisse réussir sans l'adhésion, sans l'implication profonde des populations du pays. C'est un parti de masse et non un parti élitiste. Non, non, absolument pas. C'est un parti de masse. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous l'appelons Congo na Bisso. Nous avons voulu donner, ce qui est quand même exceptionnel dans le contexte de chez nous, un nom authentiquement congolais à notre parti, pour pouvoir donner ce signal à la population que c'est un parti qui vous appartient et surtout qui appartient à nos populations. Non, 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 nous, on n'est pas un parti de la majorité au pouvoir. Non, nous sommes pour le moment ancrés dans l'opposition congolaise. Dans la dynamique de l'opposition, je sais. Enfin, disons l'opposition d'une façon générale. Parce que nous épousons notamment les thèmes ou les thèses aujourd'hui qui ne semblent pas avoir beaucoup de place au niveau de la majorité présidentielle et en particulier la question de la préservation de l'intégrité de la constitution de notre pays. On en parlera, mais avant d'entrer dans la rétrospective proprement dite, une toute petite question. C'est vrai que les internautes, l'émission interactive, on se pose la question, est-ce que Freddy Matungulu a-t-il été révoqué ou a-t-il démissionné du poste qu'il occupait à l'époque comme ministre des Finances? Non, non, je n'ai jamais été révoqué. Bien sûr, il faut rappeler que je suis arrivé ici en 2001 dans un contexte extrêmement difficile. Le pays était dans une situation d'hyperinflation, d'instabilité chronique de la scène politique, plutôt économique du pays, avec une monnaie qui perdait de la valeur pratiquement chaque jour. Et la mission première qui nous avait été assignée à l'époque au niveau du gouvernement, c'était de ramener la sérénité sur les marchés. Et je crois que nous avons réussi cet objectif avec brio, tout le monde le sait. Et si j'ai quitté
mes fonctions de ministre de l'économie, finances et budget, ce n'est pas parce que j'avais été révoqué. Je crois que le chef de l'État lui-même, Joseph Kabila, qui est encore en vie, est là pour pouvoir en témoigner. J'ai démissionné, je lui ai rendu ma démission. Est-ce que vous avez échoué ou vous avez réussi? Pourquoi démissionner si ça marchait? En fait, peut-être la démission n'est pas dans notre culture, mais les gens ne comprennent pas. Si ça marchait, pourquoi partir? Non, mais ça marchait. Mais en même temps, sur un certain nombre d'axes, comme je l'ai dit, la stabilisation du cadre macroéconomique, le retour de la sérénité sur les marchés d'échange et également une certaine reprise de l'économie en ce moment-là avec une croissance modeste de 2%, alors que pendant toute la période précédente, notre arrivée au pouvoir, l'économie était en récession permanente. Mais j'avais constaté que sur ce qui est fondamental, la bonne gouvernance, qui était l'un des objectifs fondamentaux de notre action au niveau du gouvernement, nous étions en train de essentiellement perdre certains gains que nous avions réalisés à l'époque. Et c'est sur ces questions que je suis ouvert au chef de l'État. J'ai demandé qu'il puisse me reconfirmer sa confiance pour que je puisse continuer avec les réformes que nous avions engagées à l'époque. Malheureusement, je n'avais pas eu cette reconfirmation de la confiance du chef de l'État. Et c'est pour cette raison que j'ai quitté le gouvernement. J'ai avec moi un économiste de formation très chevronné. Nous prenons l'investissement dans la région de Grand Lac, Freddy Matungulu. Est-ce que les Grands Lacs, je reviens sur ma question, est-ce que les Grands Lacs rassurent aujourd'hui les investisseurs étrangers? Non, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est certainement pas le cas. Et la région de Grand Lac, d'abord, c'est la République démocratique du Congo. On sait, c'est le pays le plus important. Et nous, aujourd'hui, en tant que pays, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés qui font qu'on ne sait pas très très bien, pour utiliser une expression que je crois que tout le monde peut comprendre, dans quelle direction ce pays est en train d'aller. Or, un investissement sur la durée, de grande importance, finalement, ne s'installe chez vous que si vous offrez des assurances, des perspectives stables, parce qu'il va falloir que l'investisseur fasse les calculs, évidemment, de rentabilité et puisse être à mesure de retrouver la mise qu'il fait au niveau de l'investissement. Je n'ai malheureusement pas l'impression que, en particulier en ce qui concerne la République démocratique du Congo... Mais les autres pays rassurent, comme le Rwanda, le Burundi, peut-être pas le Burundi, mais l'Ouganda, le Rwanda, ça rassure, on a l'impression. Quand on voit les classements où se classe le Rwanda aujourd'hui, on se demande pourquoi le Rwanda rassure par rapport à la RDC. Pourtant, c'est une région à risque pour tout le monde. Une région à risque. Comment ça avance le Rwanda, pas nous? Mais comme c'est le cas généralement en la matière, vous avez évidemment ce qui se passe au niveau de la région, c'est clair, mais il y a un certain nombre de spécificités liées au développement interne au niveau de chacun des pays concernés. Et je crois que de ce point de vue, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de pays où tous les pays ne se retrouvent pas sous la même enseigne, comme on dit. Mais notre préoccupation, je crois, devrait se focaliser au niveau de la République démocratique du Congo. Et là, malheureusement, je crois qu'on est en droit de le constater et on peut le dire très clairement qu'aujourd'hui, les perspectives pour notre pays ne sont pas bonnes en ce qui concerne des investissements de grande taille qui puissent être à mesure de faire la différence au niveau du fonctionnement de l'économie nationale. L'économie va de pair avec la politique. Freddy Matungulu, est-ce que... Non, c'est vrai que aussi comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'on ne peut pas avoir en Afrique des pouvoirs forts pour sécuriser l'économie et sécuriser l'investisseur? Quand on voit le Rwanda, par exemple, qu'on l'en veuille ou pas, il y a un régime fort, et peut-être ça rassure les investisseurs, mais chez nous, la démocratie, avec tous les aléas que l'on a, on a peut-être peur qu'on retombe, peut-être vaut mieux un monopartisme en Afrique. Cela peut rassurer. Non. Mais non, je crois que là, on est en train de prendre un raccourci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Rwanda comme étant un pays... modèle aujourd'hui, classé. Enfin, je ne sais pas. On voit les classements. Non, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut parler du Rwanda comme étant un modèle. Parce qu'il y a le présent et il y a l'avenir. Il y a un certain nombre de sous-bassements qui sont importants pour que les résultats que vous réalisez aujourd'hui puissent avoir des chances d'aller au-delà de la personne qui en est aujourd'hui le principal animateur. Nous prenons le cas de la République démocratique du Congo, par exemple. On sait que, il fut un moment, pendant longtemps, où il y avait un minimum de stabilité. L'économie marchait plus ou moins bien à l'époque de Mobutu. Oui, c'est ça. Mais puisque ce pouvoir était fort et que la relève n'avait pas été préparée, personne n'est indispensable. La relève n'avait pas été préparée. Le résultat, c'est que quand cet homme fort s'en va, c'est... Effectivement. Et d'ailleurs,
quand on parle de la République démocratique du Congo, c'est peut-être un cas un peu douteux aussi, hein, comme Zaïre. Mais prenez le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Pour ceux d'entre nous qui avons eu l'occasion de visiter ce pays, à l'époque où, évidemment, il était sous le contrôle de feu, le président Houphouët-Boigny. Mais c'était un modèle, hein, en son genre, sur l'ensemble de la sous-région ouest africaine. Mais puisque c'était aussi, quelque part, un pouvoir fort, qui n'avait pas suffisamment bien préparé la relève, avec un système de gestion qui était en train de frustrer l'opposition. Le résultat, c'est que quand vous êtes parti, c'est les déluges. Et moi, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, les résultats que nous obtenons du Rwanda, sauf si des dispositions sont prises pour que cela ne pas à Paul Kagame. Tout à fait. Et je ne vois vraiment pas de raison pourquoi le Rwanda, de ce point de vue, devrait être considéré comme étant un modèle pour la République démocratique du Congo. D'autant plus que dans le cas de la République démocratique du Congo, il ne s'agit pas d'un petit point sur la carte de l'Afrique. Nous avons 2 345 000 km². C'est aussi un handicap, Freddy Matungulu, notre superficie, beaucoup le disent. Hein. La superficie de la RDC est aussi un handicap parce qu'on n'a pas de route. Mais les routes, madame, les routes, on les construit, toutes ces infrastructures. C'est difficile pour un Quinois, par exemple, d'aller à Lubumbashi en voiture aujourd'hui. Mais ça, c'est la situation que nous avons aujourd'hui. Mais les routes, les infrastructures routières, ferroviaires et autres, c'est des choses qui se construisent par les humains. Vous savez, quand on parle de la République démocratique du Congo et qu'on nous dit que ce pays est trop vaste, que c'est donc un handicap pour nous, j'ai de la peine à y croire parce que j'ai passé une grande partie de ma vie aux États-Unis. Et ça, c'est un continent. Pourtant, on est là en face d'un pays dans toute sa diversité qui fonctionne avec la grande superficie ou disons toute l'importance que nous connaissons à ce pays. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil au plan stratégique de développement que le DIRCAP du président de la République a présenté au Chevalier de la Plume? Est-ce que vous avez lu, Non, absolument pas. Non, je ne sais pas exactement de quoi ça retourne ce plan, mais je voudrais quand même ici exprimer... je dirais mon étonnement qu'un plan de développement qui nous engage sur 30 ans, je crois qu'ils ont dit, 2030, un plan de développement qui nous engage sur cette période-là n'ait pas été discuté au niveau du gouvernement. Je n'en ai pas entendu parler, et encore moins au niveau du Parlement. Nous sommes en train de parler de la nécessité pour nous de faire les choses sur la longue durée. Et ceci implique qu'on doit sortir un peu de la façon dont on fait les choses aujourd'hui, trop focalisé sur un individu, alors que nous sommes 70-80 millions d'habitants dans ce pays. Si nous voulons faire des choses et avoir la chance de pouvoir durer, les faire dans la durée, eh bien, il faudrait que tout le monde s'implique. Et c'est là, je souhaite ici profiter de l'occasion pour pouvoir rappeler ce que je disais. La philosophie de base de mon pays, de mon parti Congo Nabiso. C'est celle-là. On doit pouvoir être à mesure de donner la chance à tous les Congolais de s'impliquer quand il s'agit d'actions qui engagent le pays, parce que chacun de nous a un talent quelque part. Et on ne comprend pas qu'un plan de développement qui nous engage sur 30 ans ait été concocté dans les huis clos de 4 murs, on ne sait pas trop où. Et aujourd'hui, qu'on soit en train d'en parler, même pas dans des discussions avec des gens qui sont spécialistes des questions de développement, mais devant la presse et avec, devant cette presse, le directeur de cabinet du chef de l'État. De notre pays, vous avez dit Congo Nabiso, mais c'est vrai que dans un pays, il faut des élites pour pousser la majeure partie. Est-ce qu'on n'a pas de think tank ici en RDC? Est-ce que vous ne réfléchissez pas, vous les intellectuels, vraiment les gens qui ont une formation assez poussée pour sortir ce pays de la crise? Est-ce qu'il n'y a pas d'endroits ou de clubs où vous réfléchissez vraiment pour donner des idées au gouvernement? Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui réfléchissent pour sauver le pays. Est-ce qu'il y en a en RDC des think tanks? Je me pose la question. Moi, je pense qu'il y en a. Il y a un certain nombre de think tanks, je crois, dans ce pays, et qui font un travail peut-être qui n'est pas suffisamment mis en exergue. Et en particulier parce que, il se trouve que ce n'est pas de cette façon-là que les politiques fonctionnent chez nous. Et pour que vous puissiez être à mesure de vous imposer cette discipline, d'aller écouter ceux qui ont l'expertise dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre quelque chose, il faudrait d'abord que vous cherchiez comme objectif la réalisation de tout ce qu'il y a de meilleur dans votre action. Nous allons terminer par le BESECO, par la réaction de Franck Diongo. Est-ce que pour vous, la centrale électorale
a triché déjà. Il y a déjà un couac, il y a déjà quelque chose qui ne va pas avec cet appel d'offres de la Je crois CENI. qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas avec cet appel d'offres. Et en particulier, c'est un appel d'offres qui passe par le BCECO qui dit que c'est une agence parallèle du gouvernement. bon, Logiquement, c'est le gouvernement qui donne l'argent aussi pour financer les élections. Donc, le plus grand problème que j'ai avec cet appel d'offres, c'est qu'il donne aux prestataires la maison qui serait éventuellement choisie pour pouvoir réaliser cette action, un timing qui va tout à fait en dehors des délais imposés par la Constitution de la République. Et ça, c'est absolument incompréhensible. On ne peut pas comprendre ce type de comportement de la part d'une agence, fût-elle la commission économique, plutôt commission électorale nationale indépendante. Tout ce que nous faisons doit pouvoir être conforme aux exigences, aux dispositions pertinentes de la loi fondamentale qui est la Constitution. Si aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante estime qu'elle a besoin de plus de ressources, qu'elle a besoin de davantage d'appui logistique pour que l'élection qu'elle est en train d'organiser se passe dans les limites constitutionnelles, je crois que c'est de ces côtés-là qu'elle devait poser son problème en disant: pour que je puisse être à mesure de réaliser cette élection dans les limites imposées par la Constitution, j'ai besoin davantage de ressources. J'ai besoin davantage d'appui logistique. Mais on ne peut pas comprendre qu'une institution de cette nature nous présente un appel d'offres donnant la possibilité à cette maison... Le marché est déjà conclu, au fait. Et d'aller au-delà des délais plutôt imposés par la Constitution de la République. Voilà. Aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, le prioritaire, c'est l'élection présidentielle. Pourquoi et les législatives. Vous donnez l'impression que les autres élections sont moindres? Non, absolument pas. De telle sorte que... Parce qu'il faut savoir faire la politique de ses moyens. En tant que République, je crois que nous avons vécu pendant les dernières années avec des parlementaires qui n'étaient pas élus ou qui l'avaient été depuis très très longtemps, notamment au niveau du Sénat. Et donc, aujourd'hui, nous ne pensons pas à Congo-Nabisso que cette affaire, l'élection des gouverneurs, soit la priorité. Tout le monde se plaint au niveau du gouvernement. On a dit qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire quoi que ce soit. Et on s'étonne qu'en plus du fait que nous n'avons pas de moyens en termes financiers, alors que nous n'avons pas de moyens en temps non plus, étant donné que nous sommes déjà maintenant au mois de mars, que nous puissions passer le temps à ressortir des dossiers, finalement, qui n'ont pas d'implication fondamentale sur la marche à venir de ce pays. Donc, nous avons dit qu'on mette de côté cette mascarade, qu'on se focalise sur l'essentiel, pour que demain, avec le nouveau président qui sera élu, éventuellement on puisse revenir et qu'on reprenne tous ces dossiers qui sont en ce moment-là pendant, de façon telle que nous fassions une certaine unanimité autour d'un président qui sera élu et qui pourra alors poser les problèmes à toute légitimité et demander à la nation congolaise la disponibilité et l'implication. C'est vrai que l'opposition est plurielle. Freddy Matungu, vous avez levé l'option de boycotter ces élections des gouverneurs. Et est-ce que c'est un point de vue partagé par d'autres partis politiques de l'opposition? Parce qu'on sait que beaucoup ont présenté leur poulain pour ces élections. Pourquoi vous n'avez toujours pas une idée commune dans l'opposition congolaise? Chacun part de... Pourquoi pas? Madame, il est impossible d'avoir l'unanimité sur tous les fronts et sur tous les dossiers. Quelle que soit la bonne volonté, évidemment. Y a-t-il quelque chose qui vous unisse dans l'opposition? Oui, aujourd'hui, je crois, ce qui est important au niveau de l'opposition, et j'en suis évidemment fier, pour ceux d'entre nous, surtout, qui avions lancé, alerté la nation depuis plus d'une année maintenant, on peut même dire depuis 2 ans, sur la question de la nécessité pour le pays de tout mettre en œuvre pour que l'intégrité de la Constitution puisse être préservée. Je suis content aujourd'hui que nous ayons été rejoints par beaucoup
qui étaient, il y a encore quelques mois, des brandissez compagnons du pouvoir en place. Mais cette constitution est une œuvre humaine, Freddy Matungulu, donc elle n'est pas, elle est changeable, elle est modifiable. Tout à fait. Mais vous nous brandissez la constitution comme si c'était quelque chose de figé, c'est comme si c'était la Bible, le Coran, que rien ne peut être modifié. Mais c'est une œuvre humaine, donc elle est parfaite. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on doit modifier, modifions-la pour la bonne marche de la nation. Même aux États-Unis, on modifie la constitution, même en France, on a même inséré autre chose. On est d'accord, madame. Pourquoi n'est pas modifié? Vous donnez l'impression que la modification de la Constitution entraînera des troubles où c'est pas possible. Ah mais si, ça mènera à l'instabilité. Vous avez bien dit, si nous avons des bonnes raisons de changer la Constitution. Alors qu'on me donne une bonne raison aujourd'hui pourquoi nous devons nous défaire de l'obligation qu'a le chef de l'État de n'avoir que 2 mandats. Le premier, renouvelable une seule fois. Quelle est la bonne raison aujourd'hui? Le chef de l'État Kabila n'a jamais dit qu'il allait faire un 3e mandat. Non, mais madame, nous sommes... Non, les intentions, madame, ne comptent pas. Non, mais oui, Kagame... Les autres l'ont fait. Nous prenons des exemples, puisqu'on ne vit pas dans un monde clos, mais notre chef de l'État n'a jamais dit qu'il allait faire un 3e mandat. Officiellement, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit, mais il n'a jamais fait travailler son gouvernement de façon telle que nous puissions avoir cette élection. Et en la matière, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que le chef d'État dit ou ne dit pas. Ce qui est important, c'est ce que son gouvernement fait. Mais le Premier ministre l'a dit, il y a chute de cours de matière première, on n'a pas d'argent. Madame, et là, en la matière, nous sommes à quelques mois de la fin de ce mandat. Ce gouvernement ne semble pas avoir travaillé, n'a jamais travaillé pour préparer comme il se devait cette élection. Donc qu'on ne nous dise pas que le chef de l'État n'a pas dit. Nous n'avons pas besoin d'entendre le chef de l'État. Nous avons besoin de voir ce que le chef de l'État est en train de faire pour que nous allions dans la bonne direction. Voilà. Mais vous comprenez quand même le Premier ministre quand il dit qu'on n'a pas d'argent. Vous avez été ministre des Finances, vous connaissez réellement les finances réelles de la République démocratique du Congo. Vous voulez parler des finances de la République démocratique du Congo? Oui, parlons-en, parce que les gens ne comprennent pas. Dans un pays où 95% des exportations minières que nous faisons ne sont pas suivies par le fisc, et ça, c'est des données qui sont disponibles. C'est des données qui sont disponibles dans un pays où ceux qui sont au pouvoir sont en train de s'enrichir de façon, on le voit. Je dirais pas... enrichissement illicite. Hein. On le voit clairement. Qu'on ne nous parle pas des finances publiques aujourd'hui, madame. Parce qu'il y a du tout là-dedans, à boire et à manger. Ce n'est pas ça qui explique aujourd'hui que nous puissions être incapables en tant que pays de gérer notre élection. Ce n'est pas ça. On le sait très très bien. En plus du fait que le système des finances publiques est gangréné par une corruption omniprésente, il y a le fait qu'au niveau de la communauté internationale, nous en sommes convaincus, si nous travaillons de façon résolue, impliquée pour réaliser ces défis, d'avoir cette élection en décembre de cette année, on pourra être à mesure de mobiliser les ressources nécessaires, y compris au niveau du gouvernement. Vous voulez qu'on lance des audits, madame, est-ce que vous demandez qu'on envoie des audits, aller voir ce qui est en train de se passer au niveau de tous ces ministères qui ont en charge la gestion des finances de l'État? Ça sera terrible. Hein. Il y a un internaute qui m'a dit de vous poser quand même la question, qu'il a été un peu déçu par vos propos dans le journal Le Monde. Vous avez proposé que la RDC soit mise sous mandat si les élections ne sont pas réalisées dans les délais prévus. Donc il a dit que non, il a été un peu déçu. Je vous revois cette question. Quel a été le contexte dans lequel vous avez proposé cette solution? Je tiens vraiment d'abord à rassurer notre population. Vous savez... moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons dans ce pays, en termes d'expertise, si l'on parle de ceux qui sont à l'intérieur et de tous ces Congolais qui sont éparpillés à travers le monde, nous avons un stock de compétences, selon vous? Ce qu'il faut pour pouvoir nous prendre véritablement en charge et donner une nouvelle physionomie à ce pays. Donc je serai le dernier à proposer, comme dernier ressort, ou première proposition, que ce pays puisse être dirigé par un étranger. Il faut bien lire l'article que j'avais publié dans le journal Le Monde. Et puis, bon, permettez-moi quand même aussi de dire que cet article a été publié en février de l'année passée. Okay. Plus d'une année plus tard, aujourd'hui, à la date de mars, qui m'amène ici, dans vos studios. À l'époque,
nous avions pensé que c'était important que nous commencions déjà à réfléchir à éventuellement ce qui pourrait se passer si le gouvernement n'était pas à mesure de pouvoir s'acquitter de ses obligations en matière, s'agissant de l'organisation de l'élection présidentielle. La première option que j'avais proposée, c'était que nous puissions nous accorder, nous rassembler autour d'un compatriote. Je l'ai dit, lisez bien l'article. Qu'on se retrouve autour d'un compatriote neutre dont on reconnaîtrait les valeurs d'intégrité et d'attachement aux principes démocratiques. Parce que pour moi, c'est vraiment important comme sous-bassement essentiel de la conduite de la nation. C'était ça la première option. Et c'est seulement au cas où il y aurait une situation de pourrissement avancé avec des perturbations sociales impliquant éventuellement, sociopolitiques, impliquant éventuellement l'intervention des troupes étrangères, comme c'était le cas en Bosnie. C'est de ça que j'étais en train de parler. C'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qu'on peut éventuellement envisager cette possibilité. Est-ce que le ciel nous tombera sur la tête, Freddy Matungulu? Quel scénario envisagez-vous s'il n'y a pas élection? Madame, le ciel nous est déjà tombé sur la tête. Mais oui. Mais vous n'avez qu'à circuler dans la ville ici, où nous vivons tous. Je suis revenu au pays depuis le mois d'octobre, et je me rappelle avoir suivi, sur Internet, un combattant du DPS, vivant ici à Kinshasa, qui disait, mais si ce n'est pas l'enfer ici, où nous sommes, mais ce sera où? Mais nous sommes en enfer ici. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on a à peine de route dans cette ville de Kinshasa. Mais vous attendez que ce ciel nous tombe sur la tête combien de fois pour que nous puissions en prendre conscience? On est déjà là. Et moi, je suis convaincu que si nous allons au-delà de décembre de cette année, sans qu'on ait eu cette élection présidentielle, ce que nous avons vu jusque-là ne représentera rien du tout par rapport à ce qui nous attend. C'est très, très sérieux. Il ne faut pas que les gens, comme je l'entends malheureusement, prennent cette histoire à la légère. Le ciel nous est déjà tombé dessus depuis plusieurs années. Demandez au commun des mortels, ici, dans cette ville de Kinshasa, et sur toute l'étendue du territoire national. Ok. Freddy Matungulu, question courte, réponse courte. Pour ou contre le dialogue? Contre le dialogue tel que convoqué par le président de la République, pour la simple raison que, très certainement, moi je peux vous le dire, je ne sais pas encore très exactement ce que ce dialogue est en train de rechercher. Le contenu est là, parler du processus électoral. Non, le contenu n'est pas là. Il faut qu'on a déjà circoncis, le chef de l'État a circoncis, il a dit on va parler du processus électoral qui fait défaut. Le processus électoral, madame, c'est un agenda qui peut avoir 10 000 contenus. On a besoin d'être très spécifique et en la matière, quand il s'agit de ces processus électoral, ce que nous voulons entendre, ce dont nous voulons entendre parler du côté du chef de l'État, c'est qu'il nous dise qu'il n'est pas candidat, qu'il le dise clairement. Mais pourquoi le dira-t-il? Mais si, il doit le dire. Non, mais écoutez, madame, la Constitution est claire. Vous savez, madame, madame, pourquoi il a à le dire? Non, madame, soyons clairs. Pourquoi il doit le dire? Aujourd'hui, Barack Obama ne mais le dit simplement, pas, on sait qu'Obama part. Mais en attendant, les États-Unis fonctionnent tout à fait normalement, y compris au niveau de la préparation des élections. Le président n'a pas besoin de le dire si les choses se passent bien. Mais les choses ne se passent pas bien, et en particulier, même dans le camp présidentiel. On le sait, personne ne peut bouger aujourd'hui tant que le président n'aura pas indiqué sa position sur cette question. Tout le monde le sait. Donc c'est important que le président de la République le dise. En matière, d'une façon générale, vous savez, de fonctionnement des institutions. S'il est dit, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Je vais venir à cette question. En matière de fonctionnement des institutions, nous savons que la meilleure façon de ne rien faire, c'est de convoquer un dialogue ou de mettre en place une commission de réflexion. On le sait. Vous ne voulez pas trouver de solution à un problème donné et surtout, mais oui. Mais quelle est la différence entre ce dialogue, le énième, et n'importe quelle commission qu'on mettrait en place pour réfléchir sur les questions relatives à la gestion du processus électoral? Oui, nous savons tous aujourd'hui, madame, il ne faut pas qu'on se voile la face, comme on dit, que si le président de la République indique aujourd'hui clairement qu'il ne se représentera pas, il y aura peut-être guerre des dauphins maintenant. Oh, mais ça, c'est leur problème. Et je sais que le président saura gérer ces dauphins. Ce n'est pas notre problème.
Mais ce que nous savons, c'est que si le président se déclare, aujourd'hui, il y aura une dynamique nouvelle dans la préparation de cette élection. Et je crois que c'est une obligation importante pour lui de le faire. Il faut qu'il le fasse. Freddy Matungu, est-ce que c'est le rôle de l'Église d'inciter ou d'appeler le peuple à soutenir le dialogue? C'est le rôle des églises? Bon, les églises, c'est aussi, on peut dire, des institutions qui ont la liberté d'exister à partir du moment où elles rencontrent... Mais les églises ne doivent pas se confiner dans la parole de Dieu à partir du moment où elles... à partir du moment où elles rencontrent les exigences légales en la matière. Et je crois que nous vivons quand même dans un contexte où la liberté d'expression, d'association doit être préservée. Si vous prenez librement la décision de suivre l'ESI et éventuellement de suivre ses enseignements, mais ça, c'est une décision qui vous revient. Ce que nous ne souhaiterions pas, c'est que l'État puisse financer ces groupes pour qu'on mette en avant le point de vue du gouvernement. C'est ça que, personnellement, et également au niveau de notre parti, comme on a dit, que nous n'acceptons pas. Mais que les gens aillent librement se retrouver avec ces fameux chefs religieux pour un agenda ou un autre. Je crois que ça relève de leur liberté d'association, d'expression. Moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Par rapport à l'Est, vous avez suivi la démarche de Vital Kamerhe qui veut un dialogue spécifiquement pour l'Est de la République. Mais aujourd'hui, est-ce que cet Est-là ne devient pas aussi une épine dans le pied de toute les RDC? Puisqu'aujourd'hui, quand on pose la question pourquoi on n'a pas organisé les élections, non, c'était pour sauver l'Est de la République. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout l'argent part à l'Est de la République. On ne comprend pas ces violences récurrentes, comme l'a si bien dit Élisée Odia du groupe Journalistes en Action. Qu'est-ce qui se passe à l'Est de la République? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi l'Ouest ne s'embrasse-t-il pas autant que l'Est de la République? Non, mais d'abord, moi, je souhaitais profiter de l'occasion pour vraiment dire tous mes encouragements à tous nos compatriotes de l'Est de la République qui souffrent tant et qui se sentent délaissés, abandonnés par le reste de la République. Nous sommes des enfants, des filles et des fils d'un seul et même pays. Et nous devons souffrir autant de ce qui se passe à l'Est de la République que les compatriotes qui y vivent. Qui ne finissent jamais. Maintenant, j'en arrive à ces violences qui n'en finissent jamais. Et pour opposer justement le problème de la responsabilité au niveau du gouvernement. Nous avons un gouvernement qui est en place. Et dans le cas d'espèce, à des services de sécurité, dont on dit qu'ils sont particulièrement excellents quand il s'agit de traquer les politiciens, mais qui sont manifestement incapables de nous donner la paix et la tranquillité que nous recherchons à l'Est de la République. Les gens doivent être responsables. Vous n'allez pas au gouvernement, madame, je l'ai dit à plusieurs reprises, simplement pour vous contenter du salaire qu'on vous donne à la fin de chaque mois. Et il est les plus réguliers, qu'il s'agisse de ceux qui sont dans l'administration publique que de ceux qui sont au niveau de l'armée. Le salaire est régulier. Mais alors qu'on nous donne aussi une stabilité, une sérénité régulière à l'Est de la République. Nous n'avons pas besoin, je pense, à mon avis, d'un dialogue pour ça. Il y a des responsables, aussi bien au niveau de l'administration centrale ici, que dans les provinces, qui ont été stationnés pour pouvoir œuvrer au retour de la paix et de la tranquillité à l'Est de la République. Mais ce dialogue est peut-être aussi important par rapport à... Pour mettre aussi autour d'une table tous les ressortissants de là, les politiques et tout ça, pour qu'on essaie de trouver le ver qui ronge l'Est de la RDC. On ne connaît pas le ver qui ronge, que celui qui est responsable nous dise qu'il ne sait pas ce qui se passe. Mais si vous êtes incapable de nous dire ce qui se passe à l'Est de la République et que vous êtes le responsable numéro 1 chargé des questions sécuritaires relatives à cette province ou au niveau central, mais vous en tirez les conséquences. Ce que nous ne pouvons pas continuer à accepter dans ce pays, c'est qu'il y ait des responsables qui sont désignés, nommés et qui sont payés régulièrement chaque mois et qui ne font pas leur travail. Ils nous reviennent constamment pour nous dire à l'Est de la République, on ne peut pas trouver de solution, il faut un dialogue. Au niveau de l'organisation de l'élection présidentielle, il y a toute une série de contraintes. Mais messieurs, si vous n'êtes pas à mesure de vous occuper de vos obligations, démissionnez. C'est aussi simple que ça. Vous le savez bien que... Mais non, il faut justement... Non, madame, il faut justement que cela revienne progressivement dans notre culture. Autrement, je l'ai dit dans une interview dernièrement avec Radio Okapi,
on se retrouve dans la posture de ce que moi j'appelle le cycliste frustré ou abusé, qui pédale constamment et qui n'avance jamais. On ne peut pas accepter ça. Si nous voulons vraiment que le pays s'inscrive dans une logique de progrès continu, eh bien, on doit pouvoir être à mesure de tirer ces petites de conséquences. Disons, vous m'avez confié la responsabilité, je n'ai pas les résultats que tout le monde attend, je ne peux pas continuer. Nous ne voulons pas la face Freddy Matoungou, ça ne se passera pas comme ça, c'est un rêve. Mais il faut que ça se passe comme ça. Et c'est pour cette raison, madame, excusez-moi. Est-ce que les élections pourront avoir lieu dans l'Est de la République? Mais non, c'est justement pour cette raison que nous disons il faut que cette élection ait lieu, que nous ayons l'occasion de renouveler la direction de ce pays. Parce que la fatalité dans la misère, ce n'est pas une fatalité pour ce pays. Un pays qui regorge, on a dit, d'intellectuels et d'une population dont on sait apprécier les niveaux d'ingéniosité. Nous ne méritons pas d'être dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La question que je pose, comment après 55 ans, après les indépendances, on n'a que les mines comme seule ressource, la seule voie pour avoir de l'argent en République démocratique du Congo? C'est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut compter que sur les mines. Bon, mais madame, je crois que vous posez évidemment une interrogation, vous soulevez une interrogation qui est très très pertinente. Nous sommes bien en droit de nous poser la question de savoir pourquoi 55 ans après l'indépendance de ce pays, c'est encore et rien que le mine que nous avons comme secteur qui fonctionne. Mais quand on regarde la façon dont nous nous comportons au niveau de la mise en place des institutions, du respect de la loi, de l'établissement de l'état de droit, de la lutte contre la corruption, on ne devrait pas s'étonner que ceci puisse être le cas. Parce que dans ces secteurs fondamentaux qui sont importants pour qu'on ait un cadre qui permette le développement d'une économie florissante. À travers les mines, on pouvait faire exploser autre chose. Mais bien sûr. Avec l'argent ici de mines, on pouvait faire prospérer l'agriculture, faire prospérer les NTIC, faire prospérer autre chose. Et pourtant, on a l'impression qu'avec l'argent de mines... Bon, on pouvait renforcer les infrastructures. Voilà, mais je crois que c'est important quand même que nous sachions que finalement, l'exploitation de tous ces grands secteurs, qui sont gâtés dans notre pays, implique surtout requiert plutôt une grande implication du secteur privé. Partout où vous allez dans le monde, où vous avez des économies qui fonctionnent véritablement, il y a un certain nombre de rôles, je crois, qui reviennent à l'État. La mise en place des infrastructures économiques, sociales, nous assurer que nous avons une situation énergétique qui puisse tenir une économie de grande ou de forte croissance. Il y a les institutions qu'il faut mettre en place, un système judiciaire qui marche, un environnement général qui soit favorable à l'initiative. Mais au-delà, quand il s'agit d'avoir des investissements sur la longue durée, basés sur une rentabilité plus ou moins bonne, et donc la possibilité d'avoir des emplois et des opportunités de revenus sur la longue durée également pour nos populations, il faut absolument que les secteurs privés s'impliquent. Il faudrait que nous puissions nous comporter en pays responsable, mature. Et je crois que ça, c'est un point sur lequel on n'insistera jamais assez. Revenons dans l'histoire. Est-ce qu'à votre époque, Freddy Matoungou, il y avait la Troïka quand vous étiez ministre des Finances? Non, à l'époque, nous avions ce que nous appelions la Commission économique et financière du gouvernement, qui comprenait plus ou moins les grands ministères dont on parle aujourd'hui comme faisant partie de la Troïka. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand nous étions là, moi j'avais sous mon contrôle trois des ministères qu'ils ont aujourd'hui, les finances, l'économie et le budget. Et ensuite, il y avait le ministère du plan qui était avec nous, les autres ministères chargés de la gestion des infrastructures, mais également, bien entendu, la Banque centrale qui travaillait avec nous. Un mot par rapport à la reconduction de Christine Lagarde. C'est une femme quand même à la tête du FMI. Non. Bah, enfin, moi, je ne vois pas en Christine Lagarde une femme. Même si elle est une femme, je la vois quand même comme quelqu'un de très très responsable, je crois, qui est venu prendre la direction du Fonds monétaire international dans une période qui était quand même assez difficile pour cette institution, et je crois qu'il a pu tenir le flambeau, et ce qui lui a valu
la reconnaissance de tous et sa reconduction pour le second mandat. On se pose la question, est-ce que l'aide du FMI ou de la Banque mondiale, c'était vraiment réel et bénéfique pour les pays du tiers-monde? Ah oui, 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 madame. Est-ce que ça nous apporte... On suppose quel est le pays qui a été développé sous l'aide du FMI ou de la Banque mondiale? Aucun pays, madame, ne peut se développer avec les fonds monétaires ou la Banque mondiale. C'est important. Quel est leur rôle? C'est de booster simplement l'économie des pays? Non, c'est important qu'on le dise. Et il faut ainsi beaucoup souligner ce fait. Le développement du pays doit être l'œuvre des citoyens de n'importe quel pays. Et quel est le rôle de ces banques-là? Et nous savons qu'aujourd'hui, même, prenons le cas, vous avez un projet d'investissement. Vous avez un projet d'investissement, mais vous n'avez pas d'argent. Les banques sont là pour pouvoir mettre les ressources à votre disposition, puisque vous avez l'ingéniosité, vous pouvez faire fonctionner de façon très très rentable une activité économique. Vous allez auprès d'une banque qui met des ressources à votre disposition et que vous allez être amené à rembourser. C'est un peu la même chose avec le Fonds monétaire international. Ah, okay. En tant qu'institution multilatérale, dont pratiquement tous les pays du monde sont membres, c'est une institution qui met des ressources à votre disposition, mais vous apporte un plus en termes d'assistance technique si vous en avez besoin. Le Fonds monétaire aide par exemple la France ou les États-Unis avant de chuter? On a l'impression que le FMI c'est pour les pays du tiers-monde. Non, pas du tout. Ça aide la France, les États-Unis, le Japon. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs types de rapports entre le Fonds monétaire et les pays membres. Et dans le cas de la France ou même des États-Unis, il y a ce que nous appelons les consultations au titre de l'article 4. Des occasions qui mettent les techniciens du Fonds monétaire face à ceux des pays concernés, y compris les plus développés, pour parler des politiques menées par le gouvernement des pays concernés, avoir des avis échangés. Et je crois que, comme c'est généralement le cas, de part et d'autre, on arrive souvent à trouver un compromis. Et si les conseils sont suivis, même dans le cas des pays comme la France, parce que vous avez cité ce pays, il n'y a vraiment pas de raison pour qu'un tel échange technique ne puisse pas être bénéfique. Nous sommes en train d'atterrir, Freddy Matungoulou, un mot par rapport au procès Lucha qui s'est tenu à Goma. D'abord, sur l'ensemble de la question de la Lucha, je dois dire que je suis vraiment... je dirais même les mots me manquent. La façon dont notre jeunesse est en train d'être traitée. Nous savons, on l'a dit à plusieurs reprises, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Et je crois qu'il ne s'agit pas là... Si cette jeunesse est un civique aussi, non, mais dans le cas d'espèce, il s'agit justement d'une jeunesse plutôt responsable. On le sait. Une jeunesse responsable qui se préoccupe des développements actuels dans notre pays et dont tout le monde sait que le pays ne va pas, ils ne vont pas dans la bonne direction. Alors, quoi de plus normal que des jeunes qui se préoccupent de cette situation puissent prendre l'initiative de faire part de leurs préoccupations à l'autorité. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la démarche de ces jeunes. Nous, on est déjà suffisamment avancés en âge. Ces jeunes, ils ont entre 20 et 25 ans. n'a que 22 ans. Voilà. Elle a encore 60 au minimum, si Dieu lui prête vie, encore 60 ans de vie sur cette terre. Et elle sait que c'est la République démocratique du Congo qui est son pays. C'est dans ce pays qu'elle va vivre. Ne lui demandez pas de déjà commencer à penser à l'exil. Et elle veut vivre ici. Et elle souhaite que les perspectives de notre pays soient clarifiées pour que, quand elle aura fini les études, elle puisse se retrouver dans un environnement où il y a des emplois qui se créent. Et je crois que c'est de cette façon qu'il faut lire la démarche des enfants. Et moi, personnellement, je suis choqué par la façon dont ces enfants de la Lucha ont été traités. Par rapport à la prière écuménique, doit-on dédier le dialogue à Dieu, dédier la RDC à Dieu? Doit-on prier pour le dialogue, au fait? Bon, madame, moi je suis de ceux qui pensent que Dieu nous a déjà créés, nous a dotés d'intelligence, de sens de l'initiative et de sens de discernement, pour que nous puissions faire, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, que ce pays soit le paradis qu'il doit être. Nous avons ces responsabilités devant nous. Dieu nous a déjà créés.
On ne va pas aller demander encore à Dieu de nous dire, après qu'il nous ait créés et nous ait dotés de toutes ces potentialités, qu'est-ce que nous devons faire face à nos propres responsabilités? Je pense que les choses sont très très claires et faciles. Il y a un méli-mélo pour vous avec la religion, le pays, la gestion. Non, enfin, pas nécessairement. Moi, je crois que nous devons faire simple, comme on dit. Vous êtes un gouvernement, vous êtes, dans le cas du président de la République, élu pour 5 ans, vous avez un programme d'action ou un programme de gouvernement que vous avez présenté à la nation, exécutez le programme. Là où vous avez des difficultés, bon, vous allez dire, écoutez, j'ai essayé de faire de mon mieux, peut-être avec un peu moins de bonheur que je l'aurais souhaité. Voilà, je suis arrivé au terme de mon mandat, que quelqu'un d'autre revienne, prendre ma position, avec la fraîcheur du nouveau venu, pour peut-être revoir l'alternance ce qui est pas signe de bonne gouvernance. Moi, enfin, l'alternance est importante, madame, parce que chez nous... En Afrique, en tout cas, non. Non. Pas, hein. Mais non, il y a moyen d'être africain et aussi viser mieux que la médiocrité. Ça, c'est très, très important. Même en Afrique, il y a un certain nombre de pays qui se débrouillent très, très bien. En particulier ceux qui ont choisi de fonctionner dans le contexte d'institutions démocratiques où la bonne gouvernance n'est pas juste un slogan, où l'état des droits, évidemment, est la pratique, et on peut en citer un certain nombre. Cette habitude, malheureusement souvent vue chez nous, de dire, écoutez, c'est l'Afrique, et donc il faut une démocratie il faut que ce soit pire qu'ailleurs. Moi, je ne l'accepte pas. Il faut quand même une démocratie à l'africaine. Avec nos propres réalités, comme on dit le chef. Mais chef en Afrique, c'est quelqu'un de respecté. Non. Un chef qui ne fait pas... Non, madame. Non. Il faut savoir... Non. Il faut savoir faire la part des choses. Même dans nos sociétés traditionnelles, un chef qui ne savait pas protéger les siens n'avait jamais été vénéré. On le sait. Dans les traditions africaines d'ici, si vous êtes incapable de vous occuper de vos responsabilités, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse vous vénérer. Prenez le cas d'une famille. Vous avez un papa, vous avez une maman et vous avez des enfants. Si le père est incapable de subvenir aux besoins de la famille, si le père est incapable de guider les enfants, de diriger la famille, mais ça va éclater dans le sein même de la famille. La même chose en ce qui concerne un État. L'émergence ne devient pas un slogan quand on dit le Congo émergent d'ici 2030. Expliquez-nous un peu ce concept de l'émergence. Ça veut dire quoi, pays émergent? Scientifiquement, sans tenir compte des... Oui. J'ai vraiment besoin d'un avis scientifique. Pour dire quels sont les critères d'un pays émergent? Comment devenir émergent? C'est un concept qui a été lancé, je pense, en 1981 par un économiste de la Banque mondiale. Simplement pour dire... Et un peu, ça se retouche avec ce qu'on appelait à l'époque, dans la théorie des étapes de développement, l'étape du décollage. C'est-à-dire quoi? Vous émergez, ça signifie que vous devenez différent un peu de tous ces autres pays sous-développés avec lesquels, à un moment donné, vous avez évolué par la force des réformes que vous mettez en œuvre, par la force... des infrastructures d'appui à la croissance que vous installez et par votre capacité à pouvoir évoluer sur le marché international où la concurrence est vraiment féroce. Quels sont les critères d'un pays émergent? Mais les critères, c'est essentiellement ce que nous sommes en train de dire. Infrastructure. Des réformes des institutions qui, finalement, fait de vous, des réformes qui font de vous un pays mature, un pays où, finalement, les investissements extrêmement importants se réalisent, y compris dans le domaine... Vu l'état actuel de la RDC, vraiment émergent d'ici 2030, c'est faisable? Non, absolument pas. C'est absolument pas faisable. Comment ça, c'est pas faisable? Vous savez, madame, 2030, c'est dans 14 ans. Nous sommes en 2016 aujourd'hui. Et le président Kabila est au pouvoir depuis 2001. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Est-ce que vous voyez... dans la même période, avec le même type de gestion gangrénée, comme l'interlocuteur de tout à l'heure l'a dit, par la corruption, les laisser aller généraliser dans la gestion des affaires de l'État, vous voyez notre pays faire le type de bond spectaculaire
qu'implique l'émergence, avec des institutions qui fonctionnent, avec une gouvernance qui sanctionne, avec des infrastructures de qualité, telles que vous les voyez dans les pays émergents que nous connaissons. Est-ce que vous voyez, par exemple, l'Afrique du Sud est émergente? Il y a l'Afrique du Sud, le Brésil, on peut parler de la Tunisie aussi, à certains égards ici. Donc, il y a un certain nombre de choses avec la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui que nous sommes incapables de réaliser pendant les 14 prochaines années. Congo, pays émergent d'ici 2030, ce n'est qu'un slogan creux. Moi, je crois que dans les circonstances actuelles, c'est un slogan. Un de plus, malheureusement. Je crois que nous devons de plus en plus agir avec responsabilité. Lorsque nous disons... Soyons pragmatiques, Freddy Matungulu. Que doit-on faire pour que ce pays soit réellement émergent? Peut-être pas en 2030, peut-être en 2050, peut-être nous ne vivrons pas ça, l'émergence, peut-être nos enfants et nos petits-enfants. Que faut-il faire pratiquement pour que la RDC soit un pays émergent? À mon avis, on peut d'abord, nous donner un cadre de travail. On peut l'appeler plan, on peut appeler plan stratégique, mais qui définit, qui définit clairement ce que nous faisons là-dedans. Par exemple, un pays dont le taux d'investissement est inférieur à 30% n'est pas susceptible de pouvoir fonctionner avec les niveaux de sérieux, avec les niveaux de qualité qu'on attend d'un pays émergent. Est-ce que nous avons dans ce plan stratégique des indicateurs clairs qui nous disent exactement où nous sommes aujourd'hui, où nous sommes en train d'aller et qu'est-ce que nous devons pouvoir entreprendre pour y arriver? Et je crois que l'autre élément le plus important aussi, c'est qu'il y ait des discussions tout à fait normales dans les cadres d'institutions légalement connues dans notre pays. Nous avons un gouvernement, nous avons une Assemblée nationale et suffisamment de cadres et peut-être même des discussions au niveau de la société civile qui devaient pouvoir nous permettre de fonctionner de façon à le faire dans le cadre d'un consensus. Parce que aller vers l'émergence doit être l'affaire de tout le monde. De tout le monde, comme Congo-Nabisso en fait. Absolument. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vraiment, merci à Freddy Matungulu d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à vous, internautes, qui me suivez par rapport à mes réseaux sociaux. Voilà, vous l'avez découvert, Freddy Matungulu. On lui a fait une petite remarque. On a dit qu'il n'est pas très bien connu. Il est beaucoup très technocrate. Mais je crois qu'avec ce passage à Info 7, vous l'aurez découvert l'autre facette de Freddy Matungulu. Il a créé son propre parti, Congo-Nabisso. Et ceux qui veulent adhérer, est-ce que vous avez un compte Twitter où on peut vous joindre? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Ou joindre Freddy Matungulu sur le net? Oui, tout à fait. www.matungulumbouyamu.org. Voilà, vous avez l'adresse www.matungulumbouyamu.org. Là, vous pouvez le joindre facilement. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci.